Il était une fois un seigneur en quête de terre pour étendre son royaume. Il voulait alors explorer des terres afin d'avoir des parcelles qui correspondent au mieux à ce qu'il souhaite. Mais attention, d'autres seigneurs sont également dans la course et les terres rares sont très disputées. Certains préfèrent miser sur des champs de blé, d'autres sur des lacs, des prairies, des forêts ou encore des mines. La splendeur de votre royaume est entre vos mains. Bienvenue dans King Domino. Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme aujourd'hui, une interview de Bruno Cathala et un dilemme pour choisir entre King Domino et Queen Domino. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez avoir jusqu'à 2 chances supplémentaires de remporter un de ces super jeux. Mais avant de vous présenter ce dilemme, partons à la rencontre de Bruno Cathala, l'auteur de King Domino et de Queen Domino. Salut Bruno, on est ravi de t'accueillir ici sur notre chaîne. Et voilà, est-ce que tu peux peut-être te présenter en 2 mots? En 2 mots, voilà, je suis passionné de jeux depuis toujours et j'ai la chance incroyable que cette passion soit aujourd'hui, je puisse aujourd'hui m'y consacrer à temps plein. Donc en fait, je suis auteur de jeux, voilà, et c'est pas mon métier, c'est ma vie. Et alors, je pense qu'au début de ta carrière, en tout cas, tu étais ingénieur en matériaux. Et donc, Ouais. comment on passe en fait d'ingénieur en matériaux à auteur de jeux? À la fois par passion et par circonstance de vie. Alors, par passion, parce que je suis passionné de jeux depuis toujours. J'ai découvert qu'il y avait une vie après le Monopoly quand j'avais une vingtaine d'années grâce à la revue Jeux et Stratégie. J'ai découvert un premier jeu qui s'appelait Fief. Et en fait, ce jeu avait été publié parce que son auteur, Philippe Moucheboeuf, avait gagné un concours de création. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait des auteurs de jeux. Jusque-là, je ne m'étais jamais posé la question. Moi, je jouais à l'Othello, aux échecs, au backgammon, enfin les grands classiques, etc. Donc des jeux qui dataient de très longtemps. Je ne m'étais jamais posé la question de qui inventait des jeux. Et là, je me suis dit, mais un jour, j'inventerai mon jeu et un jour, je serai publié. Je gagnerai ce concours, en fait. Et donc, sauf que j'avais pas le temps, j'avais pas d'idée, donc je me suis nourri de jeux en parallèle d'abord de mes études, qui m'ont amené à devenir effectivement ingénieur en sciences des matériaux, métier que j'ai exercé pendant 18 ans. En parallèle, j'étais très investi au niveau du sport, parce que je faisais du rugby en compétition, donc 2 entraînements par semaine, le match le dimanche. Je me suis mis en couple, les enfants qui arrivent, etc. Mon métier dans lequel j'ai progressé, j'ai pris des responsabilités. Quand tu cumules tout ça, tu n'as pas forcément le temps beaucoup pour faire autre chose à côté. Et puis, circonstances de vie, 1999, je me casse le genou. Donc le rugby, c'est impossible, c'est terminé, c'est définitivement fini, donc compliqué pour moi. Je me casse le genou, c'est-à-dire que je divorce. Et donc, je me retrouve tout seul à la maison et là, je décide que c'est le moment de travailler sur mon premier jeu parce que depuis, je me suis nourri d'énormément de choses. Et donc, la chance que j'ai eue, c'est que le premier prototype sur lequel je travaille, en fait, finalement, je suis accroché à un éditeur et puis finalement, il sera publié 3 ans plus tard. Et donc, du coup, je continue ça en passion, en parallèle de mon métier parce que je n'ai jamais eu l'intention d'en faire un métier, hein, de vivre de ça. Et puis, donc, j'ai plusieurs jeux qui sont publiés. Et en 2004, c'est là où les circonstances de vie continuent, c'est que je subis un licenciement économique. Et là, la question qui se pose, c'est quoi faire? Parce que si je veux rester dans mon métier, en fait, j'ai un poste de spécialiste dans un domaine où la seule entreprise qui travaille dessus en France, c'est celle qui vient de me licencier. Et donc, j'intéresse du monde, mais loin, voire même à l'étranger. Or, moi, je suis un papa divorcé avec des enfants qui habitent à côté de chez moi, que je vois régulièrement. Et donc, du coup, je tente de basculer ma passion en activité voilà, à plein temps. Et ça n'a pas été très simple parce que pendant 10 ans, en fait, pendant 10 ans, ça a été un peu vache maigre. Aujourd'hui, ça va très bien, mais ça a été long et compliqué. Et donc, voilà, c'est un peu ça mon histoire. Voilà, comme ça, il faut persévérer. Et, euh, et au final, maintenant, tu es auteur d'un grand nombre de jeux. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais toi-même exactement combien de jeux tu as créé? Alors, pas vraiment, parce que en fait, je tiens pas les comptes.
Par contre, je sais qu'il y a un journaliste, un intervieweur qui est venu à la maison il y a à peu près une année, et lui, il avait tenu une liste en si on compte les jeux de base et les extensions, puisque pour moi, travailler sur une extension, c'est à peu près autant de travail que faire un jeu nouveau, en fait. Il était sur l'ordre de 120 ou 130 publications, je sais plus exactement, donc c'est quelque chose de cet ordre-là. Et d'où te viennent toutes ces inspirations? Quel est ton processus à toi pour créer un nouveau jeu de société? Alors, les sources d'inspiration, elles sont multiples, hein, et surtout, elles ne sont pas conscientes. C'est-à-dire qu'on ne crée jamais dans l'absolu, donc nécessairement, il y a forcément des influences qui viennent de différents endroits. Des jeux qu'on a joués, bien sûr, nécessairement, parce que de toute façon, ça alimente la boîte à créer, forcément, mais aussi les lectures, les romans, les bandes dessinées, les articles, les films, les séries, enfin voilà. Tout ça, ça alimente mes envies à un moment donné. Puis après, le processus, il est assez classique, hein. Il y a une idée qui surgit, donc forcément, on y réfléchit un peu. Et puis à un moment donné, quand c'est suffisamment clair dans ma tête de qu'est-ce que je peux faire de ça ou qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça, je vais commencer à construire un premier prototype. Et puis après, je vais le développer au cours d'un long processus de test avec différents cercles de joueurs de type très différents pour faire toutes les évolutions nécessaires. Et une fois seulement que le résultat est conforme à mes attentes, c'est-à-dire que l'expérience de jeu que je veux mettre en scène correspond exactement à ce dont j'ai envie, alors je rédige la règle et alors je commence à me mettre en quête d'un éditeur. Tu travailles aussi avec énormément d'autres auteurs de jeux, tu co-crées beaucoup. Qu'est-ce que ça t'apporte en fait de créer comme ça, de co-créer avec d'autres auteurs de jeux? Alors, ça m'apporte deux choses. La première chose, c'est que ça m'apporte du confort. C'est-à-dire que créer, c'est douter. Et douter à deux, c'est bien plus confortable que de douter tout seul. Et la deuxième chose, c'est que ça m'oblige à sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire qu'il est assez communément admis qu'un écrivain, par exemple, il écrit le même roman toute sa vie. C'est-à-dire que les histoires vont être différentes, mais les trames vont être différentes. Mais les sujets sous-jacents qui sont traités vont revenir encore et c'est très identifiable chez beaucoup d'écrivains. Et en fait, moi, j'ai commencé à travailler sur mes premiers jeux assez tard. Finalement, j'avais 36 ans. Et du coup, j'avais conscientisé tout ça parce que l'envie était là depuis longtemps. Et du coup, forcément, je me suis dit, moi, je n'avais pas envie d'être l'auteur d'un jeu. J'avais envie de devenir auteur et de faire des jeux. Et du coup, je me suis dit, le meilleur moyen de ne pas trop me répéter, c'est de travailler en partenariat aussi avec d'autres. Puisque forcément, ça va m'obliger à aller explorer des territoires dans lesquels je ne serais jamais allé tout seul. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, puisque moi, forcément, comme chacun, je prends une année de plus tous les ans. Hein. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand on regarde la population des joueurs, en moyenne, c'est des gens qui ont plutôt 35-40 ans. Et en fait, moi, je ne sais travailler que sur des jeux que j'ai envie de jouer pour moi-même. C'est la seule chose que je sais faire. Et donc, forcément, mon questionnement, à un moment c'est de me dire à quel moment mes envies, mes propres envies, elles vont se retrouver déconnectées du cœur de cible, puisque je suis en train de m'en éloigner au niveau âge, et forcément, on n'a pas nécessairement les mêmes envies, les mêmes préoccupations, etc. Et aujourd'hui, cette chance de travailler avec d'autres, c'est qu'en fait, ce sont souvent des jeunes auteurs qui viennent vers moi, et du coup, eux, ils sont de l'autre côté, en fait. Et du coup, ils vont m'apporter des univers, des envies vers lesquelles je ne serais pas allé naturellement, mais qui m'intéressent parce que j'ai cette curiosité. Et puis moi, je vais leur apporter peut-être un peu d'expérience et voilà. Et du coup, le mélange donne lieu à des choses qui sont, enfin, pour moi, très riches. Imaginarium, par exemple, sans Florian Siriex, c'est un jeu qui n'existerait pas dans ma ludographie et c'est un jeu dont je suis très fier, par exemple. Et donc, tu dis ça, donc ça c'est valable avec les auteurs de jeux, mais j'imagine qu'il y a aussi les éditeurs qui mettent un peu leur patte et qui vont un peu aussi venir te challenger ou ce genre de choses. Alors, les éditeurs, ils ne me challengent pas, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, j'arrive avec un projet qui est abouti, qui peut encore évoluer parce que forcément, il faut être ouvert aux envies des éditeurs. Mais de toute façon, l'auteur est le gardien de la règle. Et à un moment donné, il est très important, avant de signer, de bien être d'accord sur l'endroit où on va, où on veut aller. Parce que si on n'a pas la même envie, le mieux, c'est de ne pas signer pour éviter des tensions après. C'est-à-dire que moi, je reste quand même pas propriétaire, mais je reste le gardien de l'expérience ludique que je veux créer, et à partir de là, il faut qu'elle corresponde aussi à l'éditeur. Bien évidemment, on va faire des ajustements en fonction
ben, ne serait-ce que parfois sur la thématique. Parfois, évidemment, la charte graphique, elle appartient totalement à l'éditeur, mais là aussi, s'il y a des éditeurs dont j'aime pas le travail, le mieux, c'est de ne pas leur présenter mon travail, puisque je sais qu'à la fin, le rendu graphique ne me plaira pas. Donc, du coup, et que j'aurai pas la main dessus. Donc là, dans ce cas-là, je ne présente pas mon travail. Mais non, autrement, non, la vraie discussion sur le contenu du jeu, elle se fait avec le co-auteur. D'accord. Et donc, à ce moment-là, j'imagine qu'il y a des moments où vous n'êtes pas d'accord entre Ouais. les co-auteurs. Comment ça se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a plusieurs méthodes. La plus simple, en fait, c'est qu'on fait un combat singulier à l'arme blanche et en fait avec arrêt au premier sang. C'est assez efficace. Bon, parfois, ça a un peu dérapé. Et il y a quelques jeunes auteurs, d'ailleurs, qui n'auront jamais de jeu de créer parce que j'ai caché les cadavres. Donc, voilà. Non, mais sinon en fait, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on va argumenter, on va discuter, on ne va pas négocier parce que il n'y en a pas un qui a raison et un qui a tort. C'est pas comme ça. Il faut avoir envie d'aller au même endroit. Mais quand on travaille à deux, ce qu'il y a de bien, c'est que ça laisse le temps à chacun de prendre le temps du deuil, en fait, de faire le deuil d'une idée à laquelle on tenait pour aller vers l'autre. Et ça peut parfois prendre des semaines, parfois même des mois, mais on s'en fout. De toute façon, on n'est pas pressé de faire un jeu. Il y a des jeux, il y en a tellement qui sortent que de toute façon, si ça sort un peu plus tôt, un peu plus tard, c'est pas grave. Il faut qu'à la fin, on soit tous les deux fiers du résultat et qu'on soit capable de le porter. Donc, on prend ce temps-là, dans ce cas-là. Là où c'est plus compliqué, c'est pour ça d'ailleurs que je le pratique très peu, c'est le trio. Parce que si tu travailles à trois, peu importe qui sont les trois, immédiatement, s'il y a un désaccord, ça se transforme en 2 contre 1. Et du coup, il y a une tendance de volonté de passer à la majorité. Et du coup, tu n'as pas le temps de faire le deuil de ton idée. Et du coup, tu vas continuer le projet, mais éventuellement avec de la rancœur, entre guillemets, ou un petit truc au fond de toi qui passe mal. Alors, c'est pour ça que généralement, j'évite de travailler à trois. Il y a des contre-exemples, parce que par exemple, Jamaïca, c'est un jeu qu'on a fait à trois avec Malcolm Braff et Sébastien Pochon, et ça s'est hyper bien passé tout le long. Mais c'est parce qu'on a une osmose entre nous, et puis chacun a ses propres, comment dire, enfin pas niveau de compétence, c'est pas ça, mais on a chacun des endroits où on est plus fort que les deux autres. Et à partir de là, chacun ayant conscience de ça et écoutant les deux autres, ça s'est toujours hyper bien passé en fait. Mais globalement, à trois, sinon, il faut faire attention, je pense. Est-ce que toi, avec tous les jeux que tu as créés maintenant, tu as créé quand même pas mal de jeux à succès, est-ce que est-ce que tu aurais une idée des ingrédients d'un jeu à succès? Alors non, j'en ai strictement aucune idée et la meilleure preuve, c'est que si je le savais, je ferais que des jeux à succès en fait. Donc non, j'en sais rien. C'est à la fois tant mieux parce qu'il y a un côté un peu magique et puis c'est à la fois hyper frustrant. Parce que, par exemple, j'ai eu un grand succès avec, par exemple, King Domino. Et King Domino, je suis ravi de ce jeu, je suis très content de ce que j'ai fait dessus, etc. Mais je pense pas que ce soit un jeu meilleur que certains jeux que j'ai pu faire 10 ans plus tôt, par exemple. Sauf que celui-là, il a rencontré le succès. Donc aujourd'hui, je mesure complètement que pour qu'un jeu soit un succès, il faut non seulement, bien évidemment, que l'expérience ludique que tu as créée puisse amener à ça, mais les circonstances du moment, elles sont essentielles et ça, tu les maîtriseras jamais. Quand je parle de circonstances du moment, je vais reprendre l'exemple de King Domino. Un an avant, je serais tombé face à Codenames au niveau du spiel. Je pense que je ne gagne pas face à Codenames. Un an après, je ne sais plus face à quoi c'était, mais c'était pareil. Tu te dis, non, en fait. Et donc, du coup, la circonstance m'a été favorable à ce moment-là, et c'est tant mieux, mais c'est absolument inquantifiable, et finalement, tant mieux. Et donc, l'aspect principal sur lequel tu te focalises, c'est surtout l'expérience ludique, l'expérience de jeu, voir un petit peu comment les joueurs réagissent au moment d'une partie, ce genre de choses. Enfin, c'est même pire que ça, c'est qu'en fait, ma démarche, elle est très égoïste, en fait. C'est que la seule chose sur laquelle je me concentre, c'est est-ce que moi, j'ai envie de jouer à ça? Et ça peut paraître con, mais c'est vrai, je fais des jeux pour moi, en fait. Je suis mon premier client. Et ce qui explique d'ailleurs que ces jeux, je les joue encore et je les joue souvent très longtemps après qu'ils soient sortis. Ce qui d'ailleurs me donne envie de faire des extensions, parce que les extensions, c'est jamais une demande éditoriale. Enfin, très rarement en tout cas. Et du coup, voilà, c'est simplement parce que moi-même, quand j'ai déjà joué 50, 60, 70 fois, 100 fois à un jeu, parfois j'ai envie moi-même de le voir autrement. Alors du coup, je fais cette extension parce que j'ai envie de continuer l'expérience qui me plaît en fait. Et donc oui, je fais des jeux pour moi et après, j'essaye de les partager. Mais parce que je pense que c'est ça le travail d'un auteur. Un auteur, c'est pas quelqu'un qui analyse le marché
et qui essaye de faire quelque chose qui correspond au marché, c'est quelqu'un qui trace son chemin et qui essaye d'emmener les autres avec lui dans son chemin. C'est ce que j'essaye de faire. Et alors, du coup, tu parles des jeux que tu aimes jouer. Quels sont, du coup, tes jeux préférés, hormis les jeux à toi? Hormis tes jeux. Il y a plein de jeux que j'aime bien, hein, mais pour moi, il y a des jeux qui ont été marquants. Par exemple, Magic, donc le jeu de... comment il s'appelle évidemment, son nom va m'échapper, Richard Garfield, voilà. Et en fait, c'est un jeu qui m'a ouvert les yeux. C'est-à-dire que j'avais envie depuis très longtemps de devenir auteur, de créer mes jeux. Et en fait, je ne savais pas par quoi commencer, je ne savais pas comment m'y prendre. Et puis, j'ai découvert Magic. Et dans Magic, en fait, c'est presque un atelier de game design. Puisque, en fait, tu commences par créer ton deck. Et tu crées ton deck par rapport à plein de pouvoirs, que tu vas assembler les uns avec les autres pour faire un jeu qui va être efficace, etc. Et mine de rien, la façon dont cet auteur, au travers de chaque carte, a mis des effets qui, en fin de compte, vont à contrario des règles de base et ainsi de suite, c'est comme si c'était une boîte à outils gigantesque et qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses qu'on pouvait faire et où je me suis dit, putain, mais ça, c'est incroyable, en fait. Et je pense que tout ça, c'est resté ancré dans ma tête. Et après, chez certains analystes, entre guillemets, ou experts qui voient que je fais souvent des jeux avec des cartes à effets spéciaux, etc., je pense que ce goût, il me vient de ce jeu-là. Un autre jeu qui, pour moi, c'est une pierre angulaire, c'est fondamental, c'est JGS. Alors, JGS, c'est pas le plus connu des jeux de société. Hein, c'est un jeu abstrait pour 2 joueurs de Claude Leroy. Pour moi, les jeux abstraits, c'est la quintessence du game design. Parce que quand tu fais un jeu abstrait, tu peux te cacher derrière rien. Tu ne peux pas te cacher derrière la thématique, tu ne peux pas te cacher derrière des effets spéciaux, il faut que la règle elle soit la plus pure possible, il faut que ça s'apprenne en 15 secondes et qu'en plus tu aies une profondeur de jeu phénoménale. JGS, c'est un monument ce jeu-là, enfin, vraiment. Un jour, je ferai moi-même une vidéo d'ailleurs pour expliquer à quel point c'est fort. Et c'est un jeu à contrainte, c'est-à-dire que c'est un jeu où ton coup va limiter les choix de ton adversaire, qui lui-même va limiter tes choix, etc. Et en fait, j'ai appris de ça, là aussi, ça m'a vraiment intéressé, cette façon de faire. Dans mes propres créations, c'est des choses qu'on peut identifier aussi. Donc, c'est 2 jeux que j'adore et qui, en plus, certainement, ont une influence sur l'auteur que je suis devenu. Et parmi tes jeux à toi, est-ce que tu as un préféré ou pas du tout? Alors, est-ce que tu as des enfants? Non, pas encore. Parce que si tu étais un papa, est-ce que j'oserais te demander lequel de tes enfants tu préfères? Ah, peut-être pas. Voilà. Donc, au niveau de la relation que j'ai avec mes jeux, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, voilà, si j'ai fait ces jeux-là, c'est parce que, comme on a pu le comprendre là, au travers des questionnements précédents, c'est que c'était important pour moi au moment où je les ai faits et que j'ai vraiment une relation fusionnelle avec. Donc après, lequel je préfère, c'est impossible à dire. Après, moi, j'ai une relation particulière avec Five Tribes, mais c'est parce que là, j'ai une histoire personnelle avec mon fils en parallèle de la création de ce jeu qui fait que de toute façon, ces 2 éléments forts resteront toujours rattachés et que nécessairement, ça veut dire quelque chose. Et puis après, j'ai un prototype actuellement qui n'est encore pas sorti, qui s'appelle Insert. C'est un jeu abstrait, justement, pour 2 joueurs, à contrainte. Et j'espère que ça plaira d'ailleurs à Claude Leroy si un jour il y joue. Et en fait, j'estime aujourd'hui que c'est probablement, en termes de game design, ce que j'ai fait de mieux depuis le départ. Après, c'est probablement pas le jeu avec lequel j'aurai le plus de succès, parce que les jeux abstraits, c'est très compliqué à vendre, mais pour autant, c'est certainement le jeu dont je suis le plus fier. Ouais. Ok, Bruno. Je te remercie pour cette interview. Nous, maintenant, on va passer à la partie dilemme et on viendra te reposer 1 ou 2 questions après. Merci Bruno pour toutes ces réponses. Thomas, si nous présentions maintenant le dilemme du jour, à savoir comment choisir entre King Domino et Queen Domino. Allez, c'est parti. Commençons par vous présenter King Domino. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un jeu de société où vous allez manipuler des dominos. Vous allez donc avoir un château depuis lequel les premiers dominos vont partir. Ensuite, vous devrez placer les prochains dominos soit depuis le château s'il y a encore une place de libre, soit en reliant 2 dominos aux côtés identiques. Eh bien oui, la règle des dominos s'applique. Ce ne sont pas que des tuiles qui sont en forme de dominos. D'ailleurs, en parlant de tuiles, il s'agit ici de la mécanique principale du jeu, puisqu'on est typiquement dans du placement de tuiles. Avant d'aller plus loin dans les explications de King Domino, j'ai envie de poser une question à Bruno. Bruno, d'où t'est venue cette idée de créer King Domino?
Alors, King Domino, il est né à cause d'une station de ski. Alors, ça peut paraître très étrange, mais en fait, j'expliquais précédemment que j'ai mis longtemps à vivre de mes créations, tout simplement parce qu'auteur de jeu, c'est pas un métier. Donc, en parallèle de ma passion et de ma création pour le marché des boutiques spécialisées, j'offre des prestations à des entreprises privées pour créer des jeux sur mesure à des fins de communication ou comme support de formation. Et en fait, par circonstance, ça fait plusieurs années que je travaillais déjà avec le grand massif domaine skiable, qui est à 25 km de chez moi, puisqu'on m'appelle Bruno des montagnes, c'est pas totalement un hasard. Et donc, chaque année, sur cahier des charges, je devais leur réaliser un petit jeu avec des contraintes très claires, c'est-à-dire qu'il faut que les règles soient hyper simples, puisque la grande majorité des gens qui vont y accéder sont des gens qui n'ont pas du tout de culture ludique, hein. Il faut que ça puisse tenir dans une toute petite boîte parce que ça doit pouvoir être donné à l'hygiaphone aux stations de ski quand les gens prennent leur forfait. Et il faut que ça soit pas cher. Donc des jeux presque minimalistes. Et puis, en fait, cette relation, cette collaboration se passant bien, la première année, j'ai fait un jeu de cartes. La deuxième année, j'ai fait un jeu de tuiles. La troisième année, j'ai fait un jeu de dés qui était une sorte de dérivé du YAMS. Donc pas des choses hyper ambitieuses, mais des choses efficaces. Et puis, la quatrième année, ils me disent, en fait, Bruno, voilà, on voudrait encore un nouveau jeu, etc. Puis moi, je n'avais pas le début d'une idée. Alors, je me suis dit, quel matériel ludique connu de tous, je peux détourner pour faire quelque chose qui parle à tout le monde. Et immédiatement, j'ai pensé aux dominos. Parce que les dominos, on connaît tous ça depuis l'enfance. Et en même temps, moi, en tant que joueur, je n'ai jamais trouvé un jeu de dominos qui me fascine. Parce que je trouve ça chiant, les dominos, en fait. Donc, par contre, l'objet me fascine. Et là, je me suis dit, je vais faire quelque chose avec des dominos, c'est rigolo. Et puis, j'y ai réfléchi une après-midi. À la fin de l'après-midi, j'avais le jeu pour le grand massif, qui n'a plus bougé après. Et puis, en fait, ce jeu qui était tout simple, encore plus simple que King Domino, puisqu'il n'y avait pas les chiffres derrière les tuiles, la surface était plus petite, il fallait que ça rentre dans une toute petite boîte. J'y ai joué, puis j'y ai joué, puis j'y ai rejoué, puis je me suis dit, putain, mais c'est bien, quoi, quand même. C'est pas un sous-jeu, quoi. Enfin, de toute façon, j'ai jamais fait des sous-jeux pour mes clients privés, mais là... Je me disais, c'est quand même dommage que ça existe pas plus. Donc, du coup, je l'ai redéveloppé un petit peu, pas complexifiant, mais en amenant des éléments qui pouvaient plus correspondre à une expérience ludique intéressante pour notre marché et pour moi-même, comme toujours. Et du coup, c'est devenu King Domino, et puis ça a donné lieu au succès qu'on a connu derrière. Donc, mais sans la station de ski et sans cette volonté de faire des jeux pour des gens qui n'y connaissent rien, King Domino ne serait jamais né, je pense. Comme quoi, partir de quelque chose de simple et connu de tous pour arriver à un jeu à succès est une très bonne idée. Thomas, on explique un peu plus le jeu ? Oui, à votre tour, vous allez pouvoir choisir un ou plusieurs dominos. En fonction du nombre de joueurs que vous serez. Mais ceux-ci seront placés dans un ordre bien spécifique. On montre à chaque fois 4 dominos placés dans un certain ordre et c'est là une mécanique très intéressante, puisque les tuiles qui vont vous rapporter plus de points vont se retrouver à la fin. Puis le premier joueur du tour suivant sera celui qui se trouvera en premier et qui aura donc pris a priori une tuile moins intéressante. Oui, a priori, car parfois une tuile dans les premières vous seront bien utiles, voire indispensables si vous ne savez pas placer les autres. On retrouve là cette sensation d'être tiraillé entre le fait de prendre une meilleure tuile et de ne pas être trop mal placé pour pouvoir choisir rapidement au prochain tour. C'est non seulement intéressant pour prendre de bonnes tuiles, mais c'est aussi pour ne pas vous retrouver bloqué. Si vous ne savez pas placer la tuile, vous devez la défausser et vous allez donc avoir au minimum un trou dans votre royaume. Finalement, comment marque-t-on des points, Thomas ? Vous marquez des points en multipliant le nombre de cases adjacentes d'un même territoire par le nombre de couronnes présentes sur ce territoire. Et c'est la seule façon de marquer des points dans la version de base de King Domino. Mais on peut aussi jouer avec des bonus. On a alors un bonus si notre royaume est centré par rapport au château. C'est-à-dire que le château se trouve pile au milieu de votre carré. Oui, votre royaume formera obligatoirement un carré de 5 sur 5 ou de 7 sur 7 si vous jouez à 2. C'est vrai qu'on ne l'avait pas encore précisé. Et la deuxième façon de marquer des points bonus, c'est d'avoir un royaume complet. C'est-à-dire que vous n'avez défaussé aucun domino. Vous aurez donc pu tous les placer. Je vous avoue que lorsqu'on joue à King Domino, on joue toujours avec ces deux bonus. Sinon, de notre point de vue, il est un poil trop simple. Mais c'est fait exprès, Julien. King Domino se veut un jeu familial. C'est la raison pour laquelle il est dans notre catégorie famille. Pour y voir plus clair, demandons à Bruno pourquoi a-t-il créé la version Queen Domino. Parce que je suis un joueur.
King Domino, c'est un jeu résolument familial. C'est-à-dire que les règles, elles sont basiques de chez basique, voilà, et c'est ce qui explique d'ailleurs son succès. C'est ce qui fait que tu peux y jouer avec des enfants, c'est ce qui fait que tu peux y jouer avec tes grands-parents. Et voilà. Mais sauf que moi, je suis aussi plus joueur que ça. Et après avoir fait mes 60 ou 80 parties de King Domino, j'ai eu envie de plus. Et donc, du coup, c'est là qu'est arrivé Queen Domino. Parce que Queen Domino, en fait, ça offre plus de challenge. Tu vas pouvoir... Enfin, c'est plus tactique, c'est plus taquin. Et en fait, là où j'ai tenté d'être malin, c'est qu'à la fois, c'est un stand-alone, c'est-à-dire que tu peux le jouer tout seul, mais c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de convaincre mon éditeur de le faire, parce qu'autrement, il n'était pas forcément chaud, parce qu'il trouvait que c'était trop compliqué par rapport à King Domino. Tu peux mélanger les deux, parce que c'est aussi une extension pour King Domino. Et donc, du coup, ça prend tout son sens. Donc, du coup, si tu es un joueur purement familial, ben, tu joues à celui-là, point barre, enfin, tu joues à King Domino, pardon. Si tu es un joueur plus expert, tu peux passer directement à Queen. Et puis, si tu as les deux en même temps, alors là, tu peux te faire vraiment plaisir parce que tu peux jouer jusqu'à 4 joueurs en jouant en 7 par 7, ce qui pour moi est la meilleure des configurations pour les joueurs. Le 7 par 7, c'est enfin, moi je préfère vraiment. Tu as plus le temps de poser tes stratégies, tout ça. On n'aurait pas dit mieux. Sans blague. Donc reprenons depuis le début avec Queen. Les règles de base sont identiques à King Domino. Vous allez avoir en plus des parcelles construction de couleur rouge qui vont vous permettre de construire des bâtiments. Bâtiments qui seront présentés sur une rivière juste à côté de l'antre du dragon que vous allez devoir acheter. Et oui, c'est pour ça que vous avez de l'argent dans Queen Domino. L'argent sert donc à acheter des bâtiments, mais aussi à déplacer le dragon sur un des bâtiments pour qu'il le détruise et empêche un adversaire de l'acheter. Mais comment a-t-on de l'argent, Thomas? Tout d'abord, on commence avec des sous au début de la partie et un chevalier. Vous allez gagner de l'argent grâce au chevalier en plaçant ceci de façon stratégique sur votre royaume. Lorsque vous achetez des bâtiments, ceux-ci vont pouvoir vous donner de nouveaux chevaliers pour vous faire gagner à nouveau de l'argent. Ils vous donneront également des points de victoire et des tours. À quoi servent-elles d'ailleurs les tours, Thomas? Elles servent surtout à attirer la reine dans son royaume. Si vous êtes le joueur avec le plus de tours ou vous arrivez à égalité avec le joueur qui en possède le plus, la reine vient chez vous. Et elle apporte quoi, la reine? Elle vous permet d'acheter les bâtiments une pièce de moins et si elle est dans votre royaume à la fin de la partie, elle vient s'ajouter à votre plus grand territoire et elle compte alors comme une couronne. Pour ne pas que la reine soit trop forte, vous ne pourrez alors plus envoyer le dragon détruire un bâtiment. Mais honnêtement, ce n'est pas trop grave et on s'arrache toujours la reine. Vous l'aurez compris, il y a ici beaucoup de façons de marquer des points. Peut-être trop pour certaines personnes. De ton côté, Thomas, toi qui aimes en général les jeux sans trop prise de tête, est-ce que tu le trouves trop compliqué? La réponse courte est non. Je sais que certaines personnes le trouvent trop compliqué, trop prise de tête et pas en lien avec la mécanique de passe qui se veut simple avec des dominos. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, au contraire, ça apporte plus de stratégie et en tant que joueur averti, comme dit Bruno, je le préfère à son petit frère. Moi aussi, je le préfère, même si je le trouve complémentaire à King Domino. Les deux jeux sont semblables et pourtant bien différents. On va plus sortir un King Domino quand on n'a pas trop de temps, quand on veut un jeu rapide ou un jeu simple sans trop de prise de tête. Clairement, on va le sortir facilement avec des non-joueurs ou même en famille. Les règles sont simples et faciles à expliquer. On peut y jouer très facilement avec des enfants de 8 ans déjà. Par contre, dès qu'on a plus de temps, on va sortir un Queen Domino plus joueur et plus stratégique. Si on veut, on peut aussi mixer les plaisirs en mixant les deux jeux. On va ainsi soit pouvoir jouer avec un plus grand royaume de 7 sur 7 à 3 ou à 4 joueurs, soit jouer à 5 ou 6 joueurs avec des royaumes classiques de 5 x 5 cases. Ce mode de jeu permet donc de jouer avec plus de monde. Et un dernier mode de jeu qui permet de jouer de 6 à 8 joueurs mais cette fois en équipe de 2. L'équipe jouera sur un seul royaume où chaque joueur possédera un roi pour choisir un domino qui sera placé ensuite dans un royaume commun à l'équipe. Est-ce que la conclusion du dilemme serait alors de prendre les deux jeux? Pas exactement, Julien. Comme on vous l'a dit avant, ça dépendra de votre envie à avoir un jeu plutôt simple ou plutôt avancé. Nous en tout cas, on possède les deux jeux et on ne le regrette pas. D'ailleurs, on ne sait tellement pas lequel choisir qu'on a décidé de vous offrir les deux jeux. Un sur chaque réseau, donc un sur Facebook et un sur Instagram. Attends, avant de présenter totalement le concours, on a encore un autre cadeau, enfin plutôt Blue Orange a un autre cadeau qu'ils avaient offert lors du premier confinement. Blue Orange qu'on remercie d'ailleurs pour leur participation à notre calendrier de l'Avent. Tu parles de l'extension La Cour disponible en print and play sur leur site internet? Tout à fait, on mettra d'ailleurs le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger. Tu saurais nous la présenter en quelques mots, Julien? La Cour va en fait vous donner une utilité à toutes les cases un peu moins utiles. Je m'explique.
vous allez venir poser un élément sur des cases vierges de couronne pour presque chaque territoire. Ensuite, ces éléments, qui seront par exemple des poissons, du bois, etc., vous allez pouvoir acheter des bonus avec. Ces bonus vous donneront soit des couronnes en plus, ou alors d'autres façons de marquer des points selon le positionnement du bonus sur votre plateau. Un exemple, vous allez pouvoir gagner 3 points de victoire par couronne adjacente à ce bonus dans votre royaume. Ça complexifie à nouveau un peu le tout et ça rend plus joueur un jeu comme King Domino. Ça pourrait en effet bien être une première amélioration de King Domino avant de passer à Queen. Mais alors l'extension ne se joue qu'avec King Domino? Eh bien non, elle se joue aussi avec Queen Domino. Mais là, le jeu se complexifie à nouveau. Et donc là, ça devient trop compliqué et on n'y joue jamais avec, c'est ça? De notre côté, en tout cas, on ne joue pratiquement plus jamais à Queen Domino sans la cour. Ça donne encore plus de façons de scorer et nous, on adore ça. A noter finalement que dans Queen Domino, il n'y a plus les bonus centrés et complets comme dans King Domino, mais même avec la cour, il nous arrive parfois de rejouer avec ces bonus. À ce moment-là, c'est nous qui ajoutons cette règle. Waouh, là ça va peut-être devenir trop complexe pour mon plaisir de jeu. Mais au fait, comme on est avec Bruno, on va lui demander son avis sur son préféré entre les deux jeux. Alors, mon préféré, c'est le 3e larron dont vous voyez le prototype ici. Parce que depuis, j'ai continué à travailler et j'ai fait un 3e jeu qui s'appelle King Domino Origins. Donc c'est un module en standalone, lui qui ne sera pas mélangeable avec les deux autres et qui se passe à la préhistoire. C'est un jeu complet qui reprend les mécanismes de base mais qui offre quand même beaucoup de nouveautés parce que pour ceux qui suivent l'actualité, etc., pendant le confinement numéro 1, j'espère qu'on n'arrivera pas à un moment donné à dire confinement numéro 7, 8, enfin bon bref, pendant le premier confinement, j'ai offert en partenariat avec l'Orange une extension pour King Domino qui s'appelle La Cour et qui propose des personnages et surtout de la gestion de ressources. Et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, j'ai envie d'utiliser ça, pas sur une extension, mais sur un jeu complet. Et en fait, dans King Domino Origins, tu vas pouvoir jouer comme un King Domino normal, avec des spécificités liées à la préhistoire, et en particulier, je vous laisserai découvrir ce que font les volcans. C'est assez rigolo. Donc, et sans plus, mais tu vas pouvoir aussi rajouter les ressources, comme dans la cour, et pour recruter des personnages, etc., etc. Et voilà. Et en fait, ce jeu, il a 3 niveaux de règles différents selon ton expérience. Il peut te permettre de jouer de façon très simple pour tout le monde. Il peut te permettre de jouer en jeu de gestion, enfin d'initiation à la gestion de ressources pour des joueurs un peu plus experts, etc. Et oui, c'est très clairement celui-là ma version préférée. Oh, trop bien, on va avoir un nouveau King Domino. Merci pour le scoop, Bruno. Trop cool! Mais du coup, est-ce qu'on devra refaire un dilemme pour cette nouvelle version? Bonne question. Ou alors on fait confiance à Bruno et on suppose que ce sera la 3e version. Bon, moi je suis sceptique, donc je donnerai mon avis après l'avoir testé. Une chose est sûre, on sera au rendez-vous pour ce 3e opus qui a l'air d'apporter de la rejouabilité grâce à un module directement intégré. Si on passait au concours maintenant, Thomas? Donc pour gagner un exemplaire de King Domino, ça se passe sur Facebook. Et pour gagner un exemplaire de Queen Domino, rendez-vous sur Instagram. Et bien sûr, rendez-vous sur les 2 réseaux si vous voulez gagner les 2. Pour avoir une chance supplémentaire de remporter le jeu, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et laissez-nous en commentaire votre nom sur Facebook ou votre pseudo sur Instagram pour qu'on puisse vous matcher à votre participation. Pensez bien à nous dire si vous jouez pour King Domino ou pour Queen Domino. Ou bien pour les deux si vous hésitez comme nous. Au fait, pour avoir une 2e chance supplémentaire de remporter une version du jeu, dites-nous en commentaire le nom du 3e opus de King Domino, celui dont nous a parlé Bruno. On remercie tout particulièrement Blue Orange de nous aider à vous organiser ce très chouette concours. Et on remercie beaucoup Bruno pour sa disponibilité. Merci d'avoir pris le temps d'organiser ceci avec nous malgré les conditions actuelles. Un mot de la fin, Bruno? Alors le mot de la fin, ça sera Wakete. Le Wakete est un petit animal aquatique nocturne et en plus ça fait un paquet de points au Scrabble. Ce qui est un clin d'œil pour une petite série humoristique québécoise fort sympathique. Ah, en prime, une astuce pour le Scrabble. Trop fort ce Bruno. Salut à tous! Salut à tous! Salut à tous! À avoir un jeu plutôt simple ou plutôt avancé.